Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Hebdo Show sur Al24 News. Après une pause de quelques semaines, nous sommes revenus, cette fois en force, pour perpétuer ce décryptage médiatique mais aussi audiovisuel sur la scène politique nationale et internationale. Sans plus tarder, je présente ce soir la feuille de route mais également nos chroniqueurs qui seront présents ce soir, venus en force justement pour cette reprise. Alors, Fouad Chergui. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. Pour votre retour sur cette émission. Vous êtes spécialiste des médias. Vous allez ce soir décrypter pour nous tout ce qui s'est passé durant ces dernières semaines. Et Dieu sait que l'actualité était très bouleversante. Sami Qaidi, toujours fidèle à son poste pour l'analyse internationale, le décryptage de toute l'actualité, mais également tous les médias, mais toutes les actualités qui ont dominé la scène internationale durant ces dernières semaines. Bien sûr, nous accueillons ce soir, pour la première fois sur Hebdo Show, un ami, mais aussi un compère qui nous a accompagnés durant plus de 3 ans, n'est-ce pas, Faisal? Oui. Faisal Mtaoui a rejoint l'équipe de Hebdo Show et il va continuer à décrypter pour nous, comme il le fait si bien durant la saison précédente avec Mediapro. Et bien sûr, l'émission ne serait pas aussi explosive sans la présence de notre éditorialiste vedette, le revenant Mehdi Rezat. Bonsoir, bonsoir à tous, salam alaikum. Azul Fellaoun, c'est un plaisir de vous retrouver. On a bloqué l'agenda d'Hebdo Show par rapport à ma participation. Tout à fait. Comme coordinateur du président de la République candidat pendant la campagne électorale, parce que je n'avais pas le droit de faire de télé en tant que chroniqueur en ayant la casquette de coordinateur du président pour respecter la loi. Et l'ANI. Donc voilà, c'est un plaisir de se retrouver. On a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à clarifier aussi, cher Selim. Tout à fait, tout à fait. Beaucoup de mots à transmettre et de messages à transmettre. Bien sûr, on commence cette émission par l'actualité d'aujourd'hui et bien sûr les résultats de l'élection présidentielle du 7 septembre confirmés par la Cour constitutionnelle. Jingle. Alors, messieurs, Faisal Mtaoui, la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats de l'élection du président Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat, mais elle a un petit peu, disons, corrigé les chiffres de l'ANI en apportant quelques modifications dans le pourcentage et dans les chiffres des participations pour tous les candidats. Effectivement, la Cour constitutionnelle, conformément à la loi de mars 2021, la loi portant régime électoral, a statué durant les 10 jours, parce qu'elle a 10 jours pour statuer et pour se prononcer. Cette année, on a eu deux recours du candidat Abdelali Hassan Chérif du mouvement de la Société pour la paix et Youssef Aouchiche du Front des forces socialistes. Vous savez qu'il y a eu un communiqué commun, y compris par le candidat libre Abdelmadjid Tebboune, pour un peu critiquer, si vous voulez, l'action de l'autorité nationale indépendante des élections durant le vote, notamment par rapport au taux de participation et à la moyenne de taux de participation. Parce que vous savez que le chiffre qui a été annoncé de 48% dans la soirée du samedi 7 septembre, c'était la moyenne de taux de participation. Ça veut dire l'addition des taux de participation dans les wilayas divisé sur le nombre de wilayas. Ce n'était pas le taux de participation qui est la division du nombre des votants sur le nombre d'inscrits. Donc effectivement, vous l'avez dit Salim, Omar Belhaj, qui est le président de la Cour, a rectifié. Il a lui-même dit qu'il a eu des erreurs et que la Cour a pris le temps quand même de vérifier les procès-verbaux établis par les comités régionaux de l'ANI et les procès-verbaux qui ont été présentés donc, au niveau local pour donner les chiffres. Ce n'est pas 94% comme cela a été annoncé pour le président Tebboune, mais 84,3% pour le président Tebboune, 9,6% pour Abdelali Hassan Chérif et également 6,1% pour Youssef Aouchiche. Ce n'est que justice. Je pense que pour les observateurs, c'est des chiffres réalistes de la scène politique. Parce que vous aurez noté que l'autorité nationale indépendante a agi peut-être par erreur ou peut-être par précipitation. Elle n'a pas annoncé le chiffre des bulletins nuls. Parce que les bulletins nuls sont importants dans le calcul des taux de participation. Elle a
uniquement donné, M. Mohamed Cherfi, qui est un magistrat, a donné le chiffre du nombre des votants, qui était selon le premier chiffre de 5 630 000. Et là, on a un nouveau chiffre, après les vérifications, après la consolidation des PV, de 11 millions de votants, dont 1 million de bulletins nuls, et les autres donc ont été calculés comme des votants. Donc ce n'est que justice, et je pense que la Cour constitutionnelle, vous savez que c'est une nouvelle Cour, elle a été créée par la Constitution de 2020, auparavant on avait un Conseil constitutionnel, et elle a un peu fait taire ceux qui ont critiqué l'ANI. Reste, Salim, que l'ANI, qui est une autorité, qui est une nouvelle expérience quand même, peut-être que dans le futur, il y a certains rectificatifs à apporter, notamment en matière de communication, en matière d'organisation des élections, en matière de l'utilisation de l'outil numérique, etc. Parce que même durant la période de la collecte des signatures pour le candidat, cette autorité a été critiquée. Dans le futur, évidemment, on aura peut-être une évolution parce que l'Algérie, maintenant, les processus électoraux se sont établis, se sont assis. C'est une deuxième élection, en parenthèse, qui s'est tenue de moins de pression que par rapport à 2019, où il y avait des élections dans un contexte politique national particulier. Avant justement de poursuivre le débat sur la question et l'annonce, on va écouter le président de la Cour constitutionnelle annonçant justement les résultats de ce scrutin. توصلت المحكمة الدستورية للنتائج النهائية التالية. La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs suivants. Le nombre total d'électeurs inscrits à l'intérieur du pays et à l'étranger, 24 351 551. Le nombre total d'électeurs votants, 11 226 065. Le taux global de participation est de 46,10%. Les bulletins nuls, 1 764 637. Voix exprimées, 9 461 428. La majorité absolue, 4 730 715. La Cour constitutionnelle annonce ce qui suit. M. Tebboune Abdelmajid, président de la République algérienne démocratique et populaire pour un second mandat. Il entamera sa mission immédiatement après son investiture, conformément à l'article 89 de la Constitution. La victoire a été obtenue lors de l'élection avec une majorité des voix exprimées par les électeurs. M. Tebboune Abdelmajid a recueilli 7 976 291 voix, soit 84,30% des suffrages exprimés. M. Hassani Sherif Abdelali a recueilli 904 642 voix, soit 9,56% des suffrages exprimés. M. Aouchiche Youssef a obtenu 580 495 voix, soit 6,14% des suffrages exprimés. ما يمثل 6.14%. Voilà, c'était l'annonce du président de la Cour constitutionnelle qui a un petit peu validé et donné les chiffres définitifs de l'élection présidentielle. Sami Qaidi, vous avez été sur le terrain, mais vous avez observé en tant que journaliste d'El Moudjahid, cette élection présidentielle a été quand même assez mouvementée en matière de décryptage de chiffres. Tout à fait. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cet événement n'est pas que national. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'actualité internationale a été extrêmement riche. Et la réélection du président Abdelmajid Tebboune à la magistrature suprême est un événement qui a été extrêmement suivi sur le plan international. Il convient aussi de signaler que dès la proclamation des résultats préliminaires, puis des résultats définitifs, les félicitations des partenaires de l'Algérie, mais également des pays frères et amis, n'ont cessé de se succéder. Et il faut dire que de nombreux pays ont immédiatement présenté leurs félicitations, dont les États-Unis d'Amérique, la Russie, la République populaire de Chine, l'Espagne, la Suisse, la France, mais également les pays arabes, notamment les pays du Émirats, Golfe aussi, les Émirats arabes unis,
L'Arabie Saoudite, le Qatar, le l'Arabie Qatar, Saoudite, la Corée du Sud en Asie et Japon. le Japon aussi. Donc Cuba. Cuba aussi, exactement. Donc l'Algérie fait On peut dire qu'il y a eu une l'unanimité. avalanche de félicitations. Une avalanche pour le président. de Tebboune. félicitations. Et cela démontre la place centrale de l'Algérie sur la scène internationale. Donc l'Algérie est un pays pivot et la puissance régionale par excellence. Et c'est un des rares pays qui réussit à réunir tout le monde autour de lui. Parce que des pays comme la Corée du Sud, la Biélorussie aussi qui a présenté ses félicitations, les États-Unis, etc. Tous reconnaissent par ce biais-là le poids stratégique de l'Algérie sur la scène internationale, sur la scène régionale. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'ensemble aussi des invitations, des félicitations qui ont été envoyées, souligne le fait que l'Algérie est un pays sans lequel rien ne peut se faire dans la région. C'est un pays, de nombreux pays veulent aussi renforcer leur partenariat stratégique et les nations ne sont pas contentées que de félicitations. De nombreux souverains et chefs d'État ont même appelé personnellement le président fraîchement réélu, Abdelmajid Tebboune, pour lui présenter ses félicitations et aussi entrevoir de futures rencontres aussi au plus haut sommet des États respectifs. Mehdi Ghezal, votre analyse sur Écoutez, ça justement prouve- d'abord cette victoire, en plus cette avalanche de félicitations des Cela prouve chefs que- d'État et souverains étrangers. Cela prouve, aux yeux du monde international, que l'Algérie a récupéré sa place dans l'échiquier géopolitique dans le monde. Au Maghreb, en Afrique, et bassin méditerranéen et dans le monde, tout simplement. Quand vous avez des envoyés spéciaux du président de la République française qui sont envoyés le lendemain ou le surlendemain de l'élection du président, Abdelmajid Tebboune, c'est un signal fort. En 2019, Emmanuel Macron avait tardé à reconnaître la victoire de notre président de la République et avait pris acte de la décision des urnes. Donc un changement radical en 5 ans, un changement radical de dialogue, un changement radical on va dire de stratégie, parce que l'Algérie, sous la mandature d'Abdelmajid Tebboune, a diamétralement changé la vision qu'a le monde de l'Algérie maintenant. On est sur une lancée autant politique, économique et sociale très avancée. Nous faisons, je pense, l'unanimité en disant que notre économie est sur le bon chemin. Nous faisons l'unanimité en disant que sur un domaine social, les choses se sont apaisées. Sur un domaine de politique extérieure, nous nous sommes pris en exemple pour les combats que nous menons à travers les Nations Unies. Donc, on n'a que ce que l'on mérite. Ça veut dire que les remerciements et les félicitations de tous les dignitaires dans le monde qui ont afflué pendant ces 48 heures est un signe de respect de l'Algérie. Le respect qu'on avait perdu pendant un nombre d'années dans la décennie noire et ensuite sous le troisième et le quatrième quinquennat de l'ancien président. Nous avons retrouvé justement ce respect de la communauté internationale et notre président de la République a travaillé très dur pour mériter ce respect, pour que notre pays soit un pays qui compte dans l'aura politique. Maintenant, sur le système des élections, écoutez, il y a eu évidemment, et tout le monde le sait, un problème sur l'annonce des chiffres qui ont été, il y a eu une sorte de cacophonie. Maintenant, c'est réglé. Les candidats qui étaient avec le président Abdelmajid Tebboune ont confirmé que maintenant, ce sont les chiffres réels. Les abstentionnistes ont eu à peu près 50%. Quand on sait que dans certains pays, vous êtes à 20 ou 30% de votants, excusez-moi, on a encore de la marge de manœuvre pour arriver à leur faible niveau. Donc il faut remettre, je pense, pour paraphraser une certaine expression, la mosquée au milieu du douar, et on va se dire les choses telles qu'elles sont. Ces élections sont une réussite, c'est une certitude. Les gens ont été mobilisés, que ce soit en Algérie, à travers les 58 wilayas, et aussi à l'étranger, où la communauté nationale à l'étranger a participé. J'étais le coordinateur du président candidat à Paris, où on a vu une mobilisation juste exceptionnelle. Je le dis, je le pense, c'est très sincère. Je ne m'attendais pas à avoir cette participation de la communauté nationale à l'étranger. Donc on voit que les gens croient au projet de la nouvelle Algérie, de l'Algérie Jazel Jadida, et c'est un
plaisir qu'on ait une stabilité politique aussi forte maintenant avec ces élections. Ce qui est noté, Salim, c'est que les autres candidats, Abdelhali Hassan Cherif et Aouchiche Youssef, n'ont pas contesté la réélection du président Tebboune. Parce qu'habituellement, vous savez que les processus électoraux, notamment en Afrique, On critique le vainqueur. Et en Amérique du Sud, vous avez remarqué le dernier exemple du Venezuela, comment on a voulu, à travers le truchement des élections, comment on a voulu déstabiliser le pays du Venezuela, qui est toujours d'ailleurs ciblé. On a eu des cas aussi par le passé au Kenya, au Madagascar, au Côte d'Ivoire aussi. Côte d'Ivoire a failli basculer dans la guerre civile. Donc cette fois-ci, les autres candidats concurrents, il faut noter que le FFS, Front des Forces Socialistes et le MSP, le Mouvement de la Société pour la Paix, c'est des partis d'opposition quand même anciens qui ont toujours été dans l'opposition, critiques vis-à-vis du président en place, et même durant la campagne électorale. Il faut préciser, il y a eu cette critique. Le fameux communiqué signé par les trois candidats c'est un précédent. Qui contestaient, et ça fait un petit peu le tour des rédactions internationales. Ils se sont étonnés, oui. Parce qu'on pensait que l'ANI était à la solde du pouvoir, en fait que non, parce que ça prouve que c'est un précédent en Algérie. C'est insulter les hommes et les femmes qui travaillent à l'ANI de dire ça. Oui. C'est une insulte de sous-entendre ça. Oui, parce que certains l'ont dit. Exactement, je suis d'accord avec vous. Parce qu'auparavant, lorsque les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, on disait voilà, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le gouvernement, c'est l'administration. Exactement. Une autorité qui organise. Une autorité indépendante. Indépendante, oui. Parce que vous remarquez qu'actuellement, il y a un processus électoral qui est en cours pour la Tunisie. C'est carrément. On a l'impression qu'on utilise les mêmes éléments de langage qu'on a utilisés pour l'Algérie, on utilise pour la Tunisie. Si vous faites une autorité indépendante, elle est toujours sous l'administration. Si vous faites le ministère de l'Intérieur. Donc l'essentiel, il faut, comme l'a souligné Mahdi, c'est qu'il y a une élection. Il y a une nouveauté, une élection présidentielle qui a eu lieu, qui a eu des chefs d'État, même des chefs des pays où on a un peu une crise diplomatique, parce qu'il faut le dire, avec les Émirats arabes unis et la France, qui souhaitent dépasser cette crise, qui souhaitent travailler avec le président élu, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre force qui pourrait critiquer ces élections. Oui, il y a aussi une chose qui est très importante. On a critiqué le taux de participation. Oui. La démocratie, en 2024, les gens se sont, on va dire, retirés un peu du monde politique. D'accord ? Ils ne sont pas comme avant où les gens pensaient toujours à la politique, où tout le monde allait voter. C'est un phénomène mondial. Ce n'est pas uniquement pour l'Algérie, c'est un phénomène mondial. Le premier vainqueur de chaque élection, peu importe dans le monde, c'est toujours l'abstention. C'est elle qui a le plus surtout en Europe, de participants. En Europe et même dans les pays, voilà. Donc c'est quelque chose qui est réel, c'est dans l'ordre des choses actuelles. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'a interloqué pendant cette présidentielle. N'oublions pas que le président candidat Abdelmajid Tebboune s'est présenté en tant que candidat libre et indépendant. Il ne faisait partie d'aucune structure, d'aucun parti. Ouais. Ce sont les partis, on va dire, historiques algériens qui se sont agrafés à lui, qui se sont mis derrière lui. Ils se sont engagés derrière lui. Mais le président de la République n'est pas parti faire, excusez-moi de l'expression, le tour des popotes pour avoir le soutien de X ou de Y. Donc c'est très important. Quand on voit que dans un pays comme la France, on met 50 jours pour avoir un gouvernement de, entre guillemets, coalition, où tu mets une personne qui n'a pas gagné les élections qui n'est même pas l'émanation des élections, qui n'est même pas issue des élections législatives comme Premier ministre, eh ben, je suis désolé de vous le dire, c'est une preuve de démocratie réelle. Le président candidat a été un président candidat libre, sous aucune bannière, sous aucun, on va dire, aucune armada politique. D'ailleurs, dans sa communication, et il l'a dit à maintes reprises. Dans sa communication, il précise, il précise candidat libre. Oui. Et ce qui c'était le cas en 2019. Voilà. Et le soutien du peuple algérien. Il y a une personne d'un certain parti politique dit islamiste qui a fait des fautes. Moi, je pense, on ne va pas dire son nom, on s'en fout, parce que ce n'est pas une mauvaise personne, mais qui avait fait pour moi une faute politique en disant « les jeux sont faits ». Alors, évidemment, et on rentre directement dans le vif du sujet, personnellement, je croyais en la victoire de mon président candidat, parce que je sais
l'attachement qu'ont les Algériens pour Hamid Tebboune, pour le président de la République. Donc, même moi, je voyais une victoire se dessiner. C'est factuel. Maintenant, qu'un homme politique te dise oui, les jeux sont faits, ben, automatiquement, tu induis en erreur une certaine partie de la population qui te dit ben, ça ne sert à rien que j'aille voter parce que C'est déjà fait. les jeux sont déjà faits. Donc, il faut la prochaine fois prendre des précautions. C'est de la politique, c'est un vote. Les gens ont des droits, les gens ont des devoirs. Le droit de vote, il y a 1,5 million de personnes qui sont mortes pour décider de qui était notre président et quel était notre pays, notre indépendance. Donc, il faut remettre vraiment dès à présent le droit de vote comme quelque chose qui est important. Mais Ce dis, terme, je voudrais, si tu permets, cher Guy, il y a une chose très importante, il faudrait qu'on en parle. Faisal, tu as couvert plusieurs élections présidentielles et tu sais que chaque élection est validée par le Conseil constitutionnel. Oui. Mais depuis l'arrivée du président Tebboune, il a créé ou instauré une nouvelle formule, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, c'est elle qui valide les chiffres de l'élection. Et là, ça confirme sa force et son importance dans l'échiquier politique et surtout dans une élection aussi sensible, aussi importante que l'élection présidentielle. Car la Cour constitutionnelle a aujourd'hui donné la preuve du mécanisme de la démocratie installé à l'arrivée du président Tebboune. Parce que ce mécanisme est important. J'ai personnellement couvert les élections de 1995, c'est quand même ancien, Je me souviens. avec le président Zeroual et Nahnah à l'époque. Il y avait Bokrouh aussi. Saïd Saadi. Saïd Saadi, j'ai couvert 99, 2004, pratiquement toutes les élections depuis 1995. Effectivement, c'est le mécanisme. Et les nouveaux, vous avez remarqué que la Cour constitutionnelle a fait des points de presse, même avant d'annoncer les résultats. Tout à fait, oui. On donnait les informations, on disait que le PV arrivait des wilayas, on disait... Donc cet effort n'était pas du tout le cas, parce que personnellement, j'ai été à l'ancien Conseil constitutionnel. C'était très compliqué pour les journalistes de travailler à l'époque, parce que ce Conseil ne communiquait pratiquement pas du tout. Pas, et parce que c'est un organe fermé. Et là, la Cour constitutionnelle, elle fait des annonces, elle laisse les journalistes entrer à l'intérieur, elle répond aux sollicitations. Elle a même annoncé par un communiqué qu'elle va faire une conférence à 13h aujourd'hui. Elle a respecté l'horaire parce que elle a ça respecté l'horaire. 13h tapante. Tapant, ça veut dire qu'on a beaucoup évolué sur ce plan du contrôle de l'opération électorale. Faisal, il y a une chose moi, que je tenais et que les gens n'ont pas assez mis en avant. Et ça me fait, par contre, moi, ça, pour moi, c'est du sabotage. Honnêtement, et je vous le dis, hein, on ne met pas assez en avant les chiffres du président de la République. En 2019, on était tous là. Les chiffres, par exemple, moi, je me suis occupé de la partie de la communauté nationale étrangère, 1,5% de votants. On est à plus de 20% cette année. On a fait pratiquement x18, x19 les chiffres de 2019. Autre chose, on a eu aujourd'hui les chiffres du président de la République. On est à peu plus de 8 millions de personnes qui ont voté pour lui. En 2019, on était à combien ? 5 millions. On était à peu près à 5 millions. 5 millions. Donc, moi, excusez-moi, je veux bien tout entendre. Tout ce que vous me dites, il n'y a aucun problème. Mais moi, je suis quelqu'un de factuel. Je demande à tous, autour de la table, quel est le président de la République dans le monde qui a été élu pour son second mandat avec pratiquement 40% de voix en plus. Donnez-moi-en un, citez-moi-en un. J'en veux pas deux, je vous en demande juste un. C'est facile, il n'y en a pas. Ça démontre il n'y en a pas. Le gage donc, la confiance aussi du peuple ça algérien. démontre comme quoi le peuple algérien fait confiance à son président, que sur les 54 engagements qu'il avait fait pour un mandat de 5 ans en 3 ans, parce que moi j'enlève les 2 ans de Covid où le monde était sous perfusion. Sous perfusion, exactement. Ouais. En 3 ans, il en a fait 48 sur sa lettre d'engagement. Excusez-moi. Les Algériens, on est tous autour de la table algériens. On sait très bien qu'un Algérien est très dur à convaincre, qu'il a tête dure. Ça prouve comme quoi le président candidat a fait ses preuves, plus que ses preuves, parce qu'il a eu 40% de la population en plus qui a voté pour lui. Donc, il faut être factuel dans la vie. Ce sont des chiffres. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, Selim, ce n'est pas nos amis chroniqueurs autour de la table qui le disent. Ce sont des chiffres factuels. Donc, rendons à César ce qui appartient à César. Ça a été une élection où il y a eu un engouement, où il y a eu une participation importante, où la confiance du peuple algérien a été redonnée au président de la République pour les 5 prochaines années, et où surtout le peuple algérien se voit à travers le président candidat, maintenant président proclamé,
en confiance et en sérénité pour nos institutions. Donc c'est à noter, parlons de chiffres réels. 1,5% de la communauté nationale à l'étranger, je le répète pour les sourds et les malentendants, 1,5% de la communauté nationale à l'étranger en 2019, plus de 20% cette année, et on est passé de 5 millions de votants pour le président candidat en 2019 à plus de 8 millions. Excusez-moi, il faut le dire. Fouad Chergui. Alors, en ce qui concerne les médias, on a eu un alignement des médias mainstream en France et en Occident, mais surtout en France, sur effectivement, les jeux sont déjà faits en ce qui concerne les élections. Moi, ce qui m'a intéressé, les médias français, ce qui m'a intéressé, ce qui m'a intéressé, c'est surtout de l'ancienne OS, la réaction des amoureux de l'Algérie perdue. Mais ça n'a pas empêché, Mehdi, si tu me permets, ça n'a pas empêché que la diaspora, pour une fois à l'étranger, je parle, la diaspora, elle n'a pas marché dans cette communication qui, depuis, on le sait, depuis longtemps, quand il s'agit de l'Algérie, c'est toujours des élections qui sont jouées d'avance. Des élections qui sont truquées. On a écouté une émission Med 1 chez les Marocains, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder. On a invité un colonel de l'armée marocaine, on a invité un spécialiste de la politique internationale et pendant 1h30, on a déblatéré sur l'Algérie, sur la jeunesse algérienne. J'ai vu la vidéo. Exactement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant à noter, et il est vrai. C'est quand même étonnant de ramener un militaire commenter de la politique. Tu l'as bien dit tout à l'heure, et je pense que c'est important. Abdelmajid Tebboune a rassuré les gens. Et on l'a vu chez la diaspora, comme chez le peuple algérien. Moi, ça fait 4 ans que je suis en Algérie et je sillonne le pays. Et effectivement, il y a une sécurité qui s'est installée, une économie qui fonctionne très très bien. Et à partir de là, les gens font confiance à Abdelmajid Tebboune. Je crois qu'il y a une chose qui est très très importante. Je crois, et je suis persuadé, que s'il y avait 20 candidats, parce que ça aussi, ça a été beaucoup critiqué, s'il y avait eu 20 candidats, ça n'aurait rien changé. Pour une raison très simple, la situation internationale est tellement compliquée qu'aujourd'hui, le peuple algérien ne regarde plus les médias de l'extérieur aujourd'hui comme hier. Pour une raison simple, la démocratie est en faillite. Et pour cette raison, et pour ça, les Algériens aujourd'hui ont repris confiance à leur pays et ont donné leur confiance une nouvelle fois à Abdelmajid Tebboune. Merci Fouad, on fait une pause et on revient au débat. On revient au débat justement pour décrypter cette élection présidentielle. Samir Haïdi, vous avez une analyse assez pertinente sur le résultat de ces chiffres. Oui, permettez-moi de faire un peu de sociologie politique. Allez-y, ne vous gênez pas. On s'aperçoit rapidement que la différence avec 2019, c'est que le président Abdelmajid Tebboune a réussi à capitaliser de nouveaux électeurs qui ne se sont pas rendus en 2019 et qui ont été convaincus par son programme électoral, par ses réformes structurelles et sa politique ambitieuse, notamment vis-à-vis de la jeunesse, parce que de nombreux jeunes se sont rendus dans les urnes et ont glissé un bulletin Abdelmajid Tebboune. Et ça, je l'ai vu aussi lors de la campagne électorale où j'ai sillonné... Vous avez fait du terrain. Voilà, j'ai fait du terrain et j'ai sillonné, les 4 coins du pays. Et c'était extrêmement... rassurant et pertinent de voir de nombreux jeunes, et instructif aussi, de voir de nombreux jeunes venir massivement dans les différents meetings et soutenir le président Abdelmajid Tebboune pour un second mandat. Il y a un autre point, parce qu'on abordait aussi les questions internationales, et il faut dire que il y a un message aussi qui m'a particulièrement marqué, c'est celui du chef de l'État du Niger, donc monsieur Tiani, qui a présenté ses vives félicitations pour la réélection d'Abdelmajid Tebboune à la magistrature suprême. Qui a visité l'Algérie il n'y a pas longtemps. Et qui a, tout à fait. Et le Premier ministre. Le Premier ministre, mais en qualité d'envoyé spécial aussi. Le Premier ministre avec 12 ministres. Voilà, avec 12 ministres. C'est-à-dire, on peut parler d'une délégation. Une délégation assez imposante. Et il faut dire que dans son message, il parle aussi de son engagement à poursuivre les projets stratégiques
avec l'Algérie. Et je pense qu'il sous-entend ce fameux TSGP qui est le Trans-Saharan Gas Pipeline, donc ce gazoduc qui devrait relier le Nigeria à l'Europe via l'Algérie et le Niger. Parce qu'on a parlé, Samy, durant la campagne électorale, Fouad en a parlé, des médias occidentaux, on a beaucoup parlé du voisinage algérien. On a beaucoup de voisinage, comme quoi l'Algérie, il y a une crise avec des pays du Sud, le Mali, la Libye avec le maréchal Haftar, la Tunisie, etc. Voilà un exemple. Le Niger On a voulu accentuer justement on a voulu accentuer la crise. Ces différences. Parce qu'il fallait entrer par plusieurs portes. On est rentré par la porte. Mahdi a parlé de la déclaration d'un homme politique algérien je suis d'accord avec Mahdi par rapport à l'erreur, parce que c'est des choses qu'on dit en campagne électorale sur les jeux faits d'avance. Tout le monde a sauté sur cette phrase et ça a été étalé un peu partout. Et cette idée du voisinage. Oui, une erreur qu'il ne fallait pas faire. Le voisinage algérien, je pense que l'Algérie a d'excellentes relations avec la Tunisie. L'Algérie a aussi de très bons rapports avec la Libye. La Libye soutient la légitimité internationale avec le gouvernement donc, à Tripoli. La Mauritanie. Avec la Mauritanie, où il y a maintenant une route commerciale qui peut aller jusqu'au l'Afrique de l'Ouest. Avec le Niger, où on a parlé de la route transsaharienne. L'Égypte, n'oublions pas l'Égypte. L'Égypte, le Niger avec parce que le gazoduc qui va transporter du gaz nigérian à travers le Niger et l'Algérie, bien sûr, vous savez qu'il a été combattu, y compris par certains partenaires arabes. Et donc, cette diplomatie évoquée par Mahdi, je pense qu'effectivement, oui, parce que la voix de l'Algérie est aujourd'hui entendue. Elle est suffisamment entendue pour être respectée, notamment à l'ONU, parce que l'Algérie, c'est ça, à son honneur. Jamais un pays a autant fait pour la Palestine que l'Algérie. Avec cette position défendant donc le droit des Palestiniens. Et vous avez vu que l'ambassadeur de la Palestine prendre la parole à l'ONU, c'était pratiquement du jamais vu. Ça, c'est le travail de la diplomatie algérienne qu'on veut évidemment quelque part saboter. Mahdi, je voudrais revenir justement, insister sur le rôle des médias durant cette campagne électorale et surtout le rôle des médias français. Pour revenir un petit peu à ce qui s'est passé. Il y a une certaine beaucoup de sujets négatifs sur l'Algérie. Ils ont justement surfé sur la vague de tout était réglé, etc. Donc aujourd'hui, ces médias n'ont plus de crédibilité. On a même vu l'APS titrer sur justement... sur les médias français disant que l'Algérie n'est pas un protectorat. Qu'est-ce qu'une démocratie, Salim ? Une démocratie, c'est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. On est d'accord ? Actuellement en France, peut-on parler de démocratie ? Pas du tout. Il faut savoir se poser les bonnes questions. Je ne sais pas, on est dans un pays où le peuple a voté pour son président, d'accord ? Massivement. C'est un fait. En France, pendant les élections législatives, le peuple a voté pour le Rassemblement national en premier, en nombre d'électeurs, je parle en nombre d'électeurs, plus de 11 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national, et pour le nouveau Front populaire en second. En troisième, pour le parti, l'anciennement En Marche, qui s'appelle maintenant Renaissance. 52 jours après, tu nommes un Premier ministre qui n'est de aucun des trois partis. Et tu oses me donner des leçons de démocratie. Est-ce que c'est se foutre de la gueule des gens ? Excusez-moi l'expression pour nos téléspectatrices et téléspectateurs. Je pense que oui. Et c'est surtout ne viens pas balayer devant ma porte alors que chez toi, ton peuple te reproche de faire un déni de démocratie. De l'hypocrisie. C'est une hypocrisie politique, c'est certain. Entre le nouveau Front populaire et le Rassemblement national, c'est eux qui ont amassé le plus de voix. Aucun des deux partis n'occupe la chefferie du gouvernement. Donc à un moment, il faut savoir, encore une fois, et je réitère cette expression que j'ai mis à ma sauce, on remet la mosquée au milieu du doha et on se dit les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de quiconque. Tout à fait. L'Algérie est un pays souverain qui est une démocratie. Nous sommes un pays qui avons nos institutions. Le peuple a tranché massivement que l'on
le veuille ou pas, c'est comme ça. Maintenant, il y a une partie, et je le dis, je précise le terme, parce que avant que ça soit coupé ou cuté ou quoi que ce soit, je préfère préciser. On va face revenir sur le cutage. Voilà, on va revenir sur le cutage après. Face caméra, il y a une partie de la France qui est nostalgique de l'Algérie française. On le sait, Extrême à droite, travers bien sûr. certains médias où ils ont leur relais, où l'OAS fait partie encore de certains relais médiatiques et de certains relais politiques. Il y a des gens qui ont l'Algérie à travers de la gorge. Alors, ne vous offusquez pas qui nous critiquent pour une présidentielle quand ils sont capables de nous critiquer pour une pâte à tartiner. Donc, remettons vraiment les choses dans leur contexte, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Parlons de choses sérieuses, et en l'occurrence de l'élection présidentielle en Algérie, dans un pays souverain. Il faut noter que le samedi 7 septembre, Mahdi, il y avait le jour de l'élection en Algérie. Les médias, une partie des médias français et européens étaient partagés sur l'idée des élections algériennes ou les manifestations dans les villes françaises. Il y a eu 140 rassemblements et manifestations à l'appel d'organisations de gauche, du Nouveau Front populaire et également d'organisations de jeunes qui ont tous appelé à la démission du président Macron. Parce que vous savez que la Constitution française note, il me semble, que le parti qui gagne les élections, et c'était le Nouveau Front populaire, Tout à fait, doit oui. gouverner. Qui va gouverner en France? Michel Barnier est un non politique à terminer des placards parce qu'il fait de la droite. Quel programme il va appliquer? C'est un Premier ministre qui peine déjà à former son gouvernement. Il n'est pas l'émanation de volonté populaire. On a entendu Jean-Luc Mélenchon, qui est leader de la France Insoumise, souligner cette question, dire que nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que la volonté populaire soit respectée. Hier, on disait des pays du tiers-monde que nous sommes, des pays africains, des pays arabes, voilà, regardez, ils ne respectent pas la volonté populaire, regardez, ils ne laissent pas les partis qui gagnent gouverner. Or, cette situation est actuellement dans un pays qui est présenté dans le monde comme un modèle de démocratie. Alors, oui, Fouad, tu voulais rajouter quelque chose? Modèle démocratique, et on a envie de dire plus aujourd'hui, plus du tout. On a entendu des ex-ministres, d'accord, traiter les médias d'hypocrisie. Aujourd'hui, en France, c'est une catastrophe démocratique, très clairement. Et la plupart des médias qui ont voulu jeter l'eau chaude, sur les élections algériennes, ils se sont cassés la gueule, littéralement. Puisque les gens aujourd'hui n'écoutent plus les médias mainstream. On va prendre un exemple très simple pour revenir sur la question brièvement de la Palestine. C'est d'abord les médias mainstream sur la question de l'Ukraine et ensuite sur la Palestine, le deux poids deux mesures. Ça fait un moment que les Français n'y croient plus. Et à ce moment-là, on a beau raconter ce qu'on a envie de raconter dans les médias, très franchement, la plupart des gens, ça ne passe plus. Voilà, ça ne passe plus. La plupart des gens qui sont sondés, ils le disent. Les gens, j'éteins la télévision, je n'écoute plus les médias français. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de mensonges. Aujourd'hui, clairement, il faut le dire. Les médias français mainstream, aujourd'hui, sont des médias qui ne racontent plus la réalité. Les gens en ont pris conscience et ils sont passés à autre chose. Alors, Dominique de Villepin, la dernière fois, Oui. pardon-moi Salim, Il a fait une déclaration très importante sur LCI. Et sur dans l'émission de France Inter, qui est la chaîne France publique, Inter, oui. avec Léa Salamé, qui lui dit « Je suis obligé de googler pour chercher une brève qui me donne des informations sur le nombre de morts en Palestine. » Tout à fait, Parce que tout à fait. ce chiffre n'existe nulle part, mis à part l'agence France Presse, d'ailleurs, qui a été attaquée, parce qu'elle rapporte un peu les informations d'une manière plus ou moins respectable. Les autres médias ne parlent pas du tout des 41 000 morts à Gaza depuis le 7 octobre 2023 et des 95 000 blessés. Ce chiffre n'existe pas. Comme si cette guerre n'existe pas, et on préfère évidemment parler d'Ukraine. Rappelez qu'aujourd'hui, à Gaza, vous avez des drones hyper sophistiqués, d'accord, qui tuent, c'est des médecins qui le rapportent, qui tuent des nourrissons. On n'est plus à la recherche d'un soi-disant terrorisme du Hamas, c'est faux. On tue des enfants, bombarde les tentes, les campements, hein. des vieillards, bombarde les campements. Et les tentes également. Et donc tout ça, aujourd'hui, c'est relayé par des médecins qui ont été sur place et qui aujourd'hui reviennent et disent très très clairement, aujourd'hui, la France, il faut se dire les choses telles qu'elles sont, la France est complice d'un génocide à Gaza. Et pas que la France. Ils sont, et Villepin, c'est pour ça, le coup de gueule de Villepin, aujourd'hui, des Jean Moulin en France, il n'y en a plus, très clairement. Alors, on va clôturer ce décryptage. Très brièvement, oui, Samy, vas-y. C'est un point qui me tient un peu à cœur parce qu'on a parlé un peu des médias, de la désinformation.
Et ça me rappelle un peu un ouvrage que j'avais lu il y a quelques années qui n'est autre que Les Nouveaux Chiens de Garde, Oui. où en réalité on parle un peu de certains médias français et de l'emprise aussi des grandes sociétés, des multinationales qui en réalité donnent aussi la feuille de route à ces médias, la manière d'aborder les questions internationales. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'en ce qui concerne l'Algérie, il y a beaucoup de préjugés, de clichés type orientaliste, même à la Edouard Saïd. Et ce qui, je pense, qui dérange, c'est que l'Algérie est un des derniers pays qui est resté souverain, qui est resté droit dans ses bottes avec une politique totalement, j'ai envie de dire, indépendante et souveraine. Moi, ce qui me choque encore, c'est quand on parle aussi du Maroc et de certains médias marocains tels que Mehdi Insat, qui parlent d'élections, mais on est vraiment au summum du culot, parce que est-ce que le Maroc connaît ce que c'est qu'une élection, et encore plus une élection démocratique? Non. Donc c'est une monarchie absolue, et donc c'est un petit peu culotté, excusez-moi l'expression, de parler de nos élections qui sont démocratiques, d'un peuple qui se rend aussi et qui a la chance d'exprimer son avis sur la conduite des affaires de l'État. Alors, avant de clôturer justement cette rubrique décryptage médiatique, il y a une victime des médias mainstream qui est parmi nous ce soir, c'est Mehdi Rezar. On a préféré te laisser à la dernière partie de cette rubrique pour parler de ce que tu as vécu, toi, en tant que chroniqueur sur un plateau de L24, venu donner ton avis sur une situation, sur une décision. Je ne voulais pas m'exprimer avant. J'ai fait un rapide message sur les réseaux sociaux pour clarifier rapidement mes propos. Ce fut une polémique qui a été montée de toutes pièces. Tu es, Salim Agar, pas que animateur, présentateur, tu es aussi directeur général. Où une vidéo qu'on a fait autour du plateau a été montée, coupée, où ils ont sorti nos propos et mes propos en l'occurrence de leur contexte. Sortis de leur contexte. Voilà, il y a une plainte qui a été déposée, que ce soit ici ou en France, pour trouver justement l'origine dont on sait très bien d'où elle vient, mais on en parlera ultérieurement devant les cours de tribunaux afférents. Vous avez déposé plainte? On a déposé plainte un peu partout justement pour prouver le cutage et le montage de mes propos, où on m'a fait dire, et je le répète inlassablement, on m'a fait dire que j'attaquais le peuple marocain. Le peuple marocain qui est un peuple marocain frère, que le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qualifie à chaque intervention en parlant du Maroc d'un peuple frère, et qui restera frère. On a essayé de nous monter les uns contre les autres avec des montages grotesques, avec du cutage grotesque. Sachez une chose, c'est que ça n'en restera pas là. C'est que la vérité éclatera bien évidemment. J'ai l'habitude de dire que pendant que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Donc c'est juste une cabale, je pense, qui a été faite contre ma personne et contre Al24 et contre aussi l'Algérie, il faut savoir le dire, parce que la cabale a été déclenchée le lendemain de ma nomination comme coordinateur pour l'élection de M. le Président de la République. Donc je crois au hasard, il n'y a pas de souci, hein, mais à un moment, le hasard est tellement gros que là, j'y crois plus du tout. Le lendemain de ma nomination, je me suis fait attaquer de toutes parts en me traitant de marocophobe. Excusez-moi, je le dis et je le répète, le peuple marocain, je n'ai aucun souci contre lui. J'ai émis des réserves contre la politique gouvernementale et en aucun cas contre le peuple. Nous sommes dans un pays de droit, de liberté d'expression. Nous disons les choses, mais sans montage et sans cutage. Donc, sortir des mots pour les coller à d'autres mots, pour créer une sorte de scandale, je trouve ça juste dégueulasse. On est en train de faire le nécessaire avec Salim, avec nos avocats, pour que la véritable vidéo puisse être retransmise dans son contexte authentique
et on voit bien que je n'attaque en rien le peuple frère. Maintenant, il est évident que nous savons tous autour de la table d'où ça vient, pourquoi ça a été fait, et les médias qui ont relayé ça de façon grotesque, qui sont tombés dans le panneau de façon grotesque, sont juste, je suis désolé de le dire, pas professionnels de l'avoir fait, parce qu'ils auraient dû d'abord vérifier l'information, vérifier la source, vérifier si les images ont bien été modifiées, mais c'est pas grave, on a l'habitude de se faire attaquer, on continuera à se défendre et on continuera à dire tout haut ce que l'on pense, toujours dans le respect des peuples. Dans le- Salim, Oui, vas-y. bien sûr, je me solidarise avec vous et j'ai suivi un peu la cabale qui a été montée, le cutage, le montage des images, etc., à parler de quelque chose. Surtout les montages des mots. Des mots, absolument. Des parce mots que- pour attaquer, pour, Oui, pour dire bifurquer le sujet les essentiel. sujets, voilà. Parce que deux choses. Un, Mahdi a parlé du tourisme sexuel au Maroc et je me suis amusé ces derniers jours à faire des recherches. J'ai trouvé que même les médias marocains en parlent. Les médias marocains parlent tout à fait normalement. Je cite Média 24, qui est un journal qui est basé à Casablanca, qui dit, qui souligne que sur Internet, le Maroc est listé parmi les destinations sexuellement touristiques les plus appréciées après la Thaïlande. Donc ça, c'est un média marocain qui n'est pas accusé de marocophobie. Deuxième chose, je pense que Mahdi Ghazal, parce qu'on a vu des hommes politiques français, je ne sais pas pourquoi ils se mêlent, Eric Ciotti par exemple, pour ne pas le nommer, qui parle d'antisémitisme, je ne sais pas où Mahdi Ghazal a été antisémite. Est-ce que parce qu'il a parlé d'André Azoulay? Déjà, je suis sémite, je ne peux pas être antisémite. Déjà, je suis sémite, les Arabes, parce qu'ils sont des sémites, et on a tendance à l'oublier. André Azoulay est un conseiller du roi Hassan Un II. problème avec Eric Ciotti? Ah non, mais en fait, tu sais ce qui m'a choqué, et je vais te dire là où la ficelle était trop grosse. Là où je me suis dit, non, c'est pas possible, on peut pas continuer à croire des choses comme ça, on peut pas croire que j'ai pu attaquer de cette façon-là. Il y a deux personnes qui ont tweeté de façon très virulente sur cette pseudo-affaire. Eric Ciotti, Particulièrement. Parmi les premiers. Hein. écoutez-moi bien, hein, et Bruno Attal. Oui. Oui. Donc, je suis désolé, mais quand vous donnez ces deux noms, vous n'avez plus besoin de justifier de la machination qui est en train d'être faite. Ça ne sert plus à rien en fait de justifier parce que tu vois comme quoi les deux personnes qui ont le plus commenté et le plus travaillé sur ce sujet, c'est d'un côté Eric Ciotti, un petit homme politique, petit par la taille et petit par le niveau, qui s'est fait rejeter de sa famille politique et qui crache sur tout le monde et qui s'est rallié au Rassemblement national. Et de l'autre côté, Bruno Attal, un ancien policier qui a été congédié par la police nationale ou qui est en train d'être congédié, je ne sais pas, et je m'en fous d'ailleurs de sa vie, qui est un membre de la on va dire, la garde pléthorienne de Éric Zemmour qui fait les... Donc, excusez-moi, attendez. Là, après un moment, il faut dire stop, il faut dire mi-temps. Donc, je me fais attaquer, moi, pour des propos que j'aurais tenus contre le peuple marocain par Eric Ciotti et Bruno Attal. Et vous ne voyez pas la ficelle. Vous ne voyez pas le problème. Vous continuez à dire oui, c'est vrai, c'est Mehdi le méchant. Donc il n'y a rien qui vous dérange là-dessus. Je suis désolé. J'avais l'habitude de dire sur les grandes gueules que malheureusement, le peuple commençait à devenir un peuple de moutons. Peu importe le peuple, que ce soit un peuple, on va dire, international, on suivait toujours ce qu'on nous disait sagement. J'arrivais pas à croire ce que je voyais. À un moment, je n'arrivais pas à... On m'a traité de raciste, d'antisémite, on m'a traité de tous les noms. Lanceur de fatwa. De lanceur de fatwa. Non mais, à un moment... C'est grave quand même. Non mais, à un moment, c'est... Parce que tu rentres dans Et la case après, du tu as terrorisme. Eric Ciotti qui va te faire une glissade en disant il faut absolument arrêter l'antisémitisme de Mehdi Guezar et le racisme contre le Maroc. Enfin, c'est Eric Ciotti qui dit à Mehdi d'arrêter d'être raciste contre le peuple marocain. Enfin, les gars, arrête, il faut me dire. Il faut me dire ce qui se passe, excusez-moi. Donc, Tout Marocain qui se respecte, il ne peut pas croire à ces choses-là. écoute, moi j'ai reçu un très très grand nombre de menaces via les réseaux on a vu, sociaux. ouais. Via les réseaux sociaux. Je vais te dire une chose. Les personnes qui me connaissent personnellement,
les gens qui me connaissent personnellement, les personnes qui m'écoutent, qui m'écoutaient sur le plateau des Grandes Gueules et qui savaient que j'étais le premier à défendre, peu importe les pays, les personnes issues de l'immigration, n'ont pas cru un mot. Quand tu vois un fil blanc qui coupe notre émission pendant 7 secondes, quand tu vois qu'il y a des secondes qui sont supprimées dans les montages, où tu vois, à un moment, tu vois 4 minutes 26, après tu passes directement à 4 minutes 49. Enfin, c'était tellement grossier que tu n'arrivais plus Enfin, moi, je me suis dit à un moment, stop. Tu vois, d'autant plus, c'est une Mehdi, blague, que les c'est un gens vont sujet s'en rendre compte, d'autant ils vont se dire. Et après, tu reçois 2 tweets assassins, on va dire, entre guillemets assassins, parce que, bon, venant d'eux, je tire les toilettes, hein, quand ça vient d'Éric Ciotti et de Bruno Attal, moi je tire les toilettes, je tire la chasse, pardon. Tu te dis, ces mecs-là sont en train de dire de moi que moi je n'aime pas des frères musulmans. Un peuple frère qui est musulman. Et que moi, je suis en train d'être attaqué par ces 2 mecs-là, qui sont des, excusez-moi de le dire, Il faut situer le des contexte. partis Tu as parlé de d'extrême l'interdiction. notoire. Oui. L'extrême droite, notoire, des islamophobes, notoires. Mehdi, Où ils sont contre l'immigration, ils sont contre les musulmans, ils sont contre les mosquées, ils sont contre tout ce qui est étranger. Il faut et c'est eux préciser- qui m'attaquent, moi, pour me dire que moi, je suis raciste. Et les gens, il y a des gens qui ont suivi, tu vois, qui ont suivi le cheptel et qui ont continué à dire, bah oui, ils ont raison. il faut qu'il y préciser a- qu'il y a- pardon, Faisal, il faut préciser qu'ils t'ont attaqué sur le fait que tu as dénoncé le fait que au Maroc, on avait interdit les manifestations pro-Gaza. On m'a attaqué, écoute, on m'a attaqué, Selim, sur beaucoup de choses. On m'a attaqué sur tout ce qui pouvait être et ne pas être attaquable. C'est incroyable. Je me suis même vu, on m'a même dit que j'étais un agent de Poutine. Non mais c'est parti loin. Ils ont sorti des vidéos de moi qui disaient comme quoi, comment ça se fait que Poutine soit condamné au CPI et pas Netanyahou. Vous voyez ce que je veux dire? On a sorti de moi que j'étais payé par la Russie, que j'étais payé par l'Algérie, que j'étais payé par... ils étaient à 2 doigts de dire que c'était Trump qui m'envoyait. Hein. Non mais c'est parti très très loin. Non, mais Encore quelques jours. à un et- moment, ils vont me dire ouais, c'est Mehdi Guézard qui a tiré sur Trump ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Tu vois, tout a été dit pour, en quelque sorte, me salir. Maintenant, moi, tu sais, je suis quelqu'un de factuel. Ça a été déclenché, cette armada contre moi a été déclenchée le lendemain de ma nomination. Mais- À un moment, les gars, ça fait 4 ans que je fais de la télé. Alors Ça c'est fait combiné, 4 ans que je hein, fais de la c'est télé. combiné, Mehdi, hein, Ça c'est fait combiné. 4 ans Le que je fais de la Marzan, télé. Ça fait 4 ans, l'extrême excuse-moi. droite, Ça fait- la politique, ça fait 4 les ans. ennemis de l'Algérie, Ça tout ça fait- c'est combiné. Hein. Je vais te dire, et puis- ça fait 4 ans que je fais de la télé en France. J'ai attaqué tous les gouvernements possibles et inimaginables qui, à mes yeux, faisaient quelque chose qui ne me convenait pas. C'est normal. Ça, c'était à mes yeux. Je l'ai attaqué, je les ai attaqués, j'ai vilipendé, j'ai dit que je n'aimais pas ça pour ma partie de chroniqueur. On m'a dit, c'est bon, boycott RMC, Mehdi Guézard a été licencié. Alors déjà, je ne suis pas licencié parce que je n'étais pas salarié chez eux, mais bon, ça c'est encore une fake news, parce que je ne peux pas être licencié de quelque chose où je ne suis pas salarié, mais les mots ont un sens, mais ce n'est pas grave. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la vérité, elle est là. Les gens sensés, les gens réfléchis savent que ça a été orchestré. Quand je dis que des chaînes de télévision en continu françaises sont des ambassadeurs des extrêmes, je l'ai dit en direct à la télé, ça a été très mal pris. Il y a des gens qui voulaient ma tête sur les plateaux de télé. Je le dis ce soir. En France, du fait que je défendais constamment les personnes issues de l'immigration, ça dérangeait des personnes. Ça dérangeait énormément. Alors, Excuse-moi, Salim. c'est- Excuse-moi, pardon. Salim. Je veux juste finir, s'il te plaît, mon argumentaire. Ça dérangeait énormément de personnes. Que j'ai été élu grande gueule de l'année en France, un mec avec une carte de résidence, parce que, ah oui, j'ai été aussi présenté comme un franco-algérien. Alors, temps mort, s'il vous plaît, caméra, sur moi, je ne suis qu'algérien. Et je suis très fier d'être algérien à part entière. Donc, je ne suis pas franco-algérien, je suis uniquement algérien. Je n'ai qu'un passeport vert. Vous pouvez le chercher dans toutes les préfectures du monde. Vous pouvez même appeler Donald Trump, vous pouvez appeler à la CIA. Je n'ai qu'un passeport algérien et une carte de résidence. Donc, je ne suis pas franco-algérien. Pour tous les pseudo-journalistes qui m'ont attaqué en disant le franco-algérien Mehdi Guézard, non. Dès la première phrase, dès le premier mot, vous avez fait déjà une erreur. Donc, je ne vous raconte pas la suite. La seule chose que je peux vous dire,
c'est que ça a été téléguidé, que je l'ai rangé. Et maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Qui va représenter l'immigration? Qui va représenter on va dire, les minorités sur les plateaux télé? Peut-être, je ne sais pas, l'imam Chalgoumi? Il y a Rokhaya Diallo, mais qui est Non, mais- attaqué. Alors, tu comprends? Mais ce qui est important, Ouais. Mehdi, je pense que ce qui est important aussi, c'est ce que le peuple marocain, les Marocains de l'étranger, ce qu'ils ont entendu. C'est le sujet qui est important. C'est-à-dire que quand Mehdi il aborde cette question de la pédophilie au Maroc, et quand elle est abordée par une autre personne, Oh, elle a été abordée par tout le monde. Gérard Fauré, par voilà. Bah, justement, excuse-moi. Le problème, c'est quelle légitimité a Mehdi Guezar à parler de cette question-là? Peut-être Alors, parce que je ne suis, excusez-moi. peut-être Et parce c'est que ça, je suis, Mehdi. peut-être parce que je suis algérien. C'est peut-être, Exactement. en fait, Je pense c'est que peut-être c'est ça qui là-dessus les qu'il dérange. faut- Je pense pas. Ah, je pense bon, pas que c'est la s'il vous question. plaît, s'il vous plaît. Oui, On fait une petite pause et on regarde cet extrait, puisque vous parlez de Gérard Fauré, cet extrait qui a été diffusé en 2018, qui parlait de le même contexte que Mehdi Reza sur justement ce qui se passe au Maroc. On regarde et on revient au débat. La pédophilie au Maroc, elle est omniprésente partout. Et il ne faut pas dire que c'est la faute du tourisme sexuel. Ça, c'est un grand mensonge. Je ne dis pas que les Marocains sont bisexuels, loin de moi. Bien aussi avec le tourisme, parce qu'on a parlé du Maroc comme la petite Oui, mais Thaïlande, je parce que même il y a eu des scandales avec des Français, oui, Hollandais un qui venaient ministre français, se fournir. entre Sauf qu'on n'a comme- jamais su surtout la après vérité, le il n'y a jamais eu tsunami d'enquête. Alors, cet extrait a été vraiment rediffusé des multitudes de fois sur les réseaux sociaux pour dénoncer justement le fait qu'on a Le exclu deux- le de deux poids, deux RMC, mesures. deux poids, deux mesures, puisque cet On m'a pas extrait... exclu, attention. Oui, mais Les l'essentiel, mots- les mots en sens, non. ils t'ont mis à l'écart de RMC. Ah oui, oui. Voilà, c'est la même émission, la même chaîne, le même plateau. Exactement. Mais je pense, ça, c'est Salim, important de le je préciser. pense, Salim, que Mehdi Reza, je ne pense pas que c'est l'histoire du tourisme sexuel au Maroc qui a gêné, parce que tous les médias en ont parlé, les médias français, marocains, etc., depuis des années déjà. C'est ce que le Marzen a voulu montrer Mettre en valeur pour ne pas- pour pas dans les oublier- médias Non, mainstream. pour ne pas oublier que Mehdi Reza a parlé d'André Azoulay, j'y reviens, parce qu'André Azoulay est un conseiller du roi Hassan II depuis 1991, et puis il a été... Est-ce que- il est voilà, conseiller, je est-ce que- termine maintenant. Bien sûr. Et il est conseiller du roi Hassan, du roi Mohamed VI. C'est un Il était celui de citoyen- Hassan II. Hein. de Hassan II, c'est lui qui travaille pour le rapprochement, pour la normalisation avec En l'antisionisme. plus, c'est pas lui qui avait déclaré que André Azoulay est l'initiateur de cette politique, c'est moi sur le plateau. Après, ça a été repris dans tous On a les... parlé de ça, c'est pour ça qu'on a parlé d'antisémitisme, parce que maintenant c'est devenu à la mode. Si vous critiquez, Si vous un critiquez un juif, vous êtes antisémite. antisémite. Si vous critiquez la politique génocidaire d'Israël à Gaza, vous êtes antisémite. Ça devient, franchement, ça dépasse toutes les bornes, y compris sur des histoires parfois. André Azoulay, il faut le noter qu'il a une nationalité de l'antisémitisme, c'est la nationalité française, et qui a beaucoup travaillé pour la normalisation entre normalisation entre guillemets, hein, pas, entre le Maroc et l'antisémitisme. Il a une nationalité française et marocaine. hein, Et donc, il ne oui. faut pas citer son nom peut-être dans les médias. Je me pose une Et question. Salim, très brièvement. Brièvement, s'il vous plaît. Je voulais juste apporter aussi tout mon soutien et ma solidarité dans cette campagne ignominieuse que tu as vécue et dire qu'à travers le dénigrement et les attaques qui t'ont visé, c'est l'Algérie qui a été visée, mais également nos positions diplomatiques et aussi nos institutions. Je sais une chose, cher Samy, j'ai été attaqué parce que j'étais le représentant d'un homme en qui je crois. J'ai été attaqué parce que je représentais cet homme dans une ville qui est Paris, qui est une ville avec beaucoup de symboles par rapport aux relations avec l'Algérie. J'ai été attaqué sur plein de sujets parce que j'ai pris la responsabilité, avec beaucoup d'honneur et de fierté, de défendre le bilan d'un homme qui a métamorphosé l'Algérie en 5 ans. Et qu'il l'a remis sur la scène Je te internationale en force. je te le dis avec énormément de conviction. J'ai été très fier de représenter cet homme. J'ai été très fier d'avoir accompli le travail que j'ai accompli pendant ces élections présidentielles. Si ça serait à refaire, je le referai et je signerai des 2 mains et des 2 pieds mon attachement à Abdelmajid Tebboune
parce qu'il a montré ce qu'il valait pour l'évolution de l'Algérie. J'ai été attaqué sur ma famille, j'ai été attaqué sur mes origines, j'ai été attaqué sur tout le cadre professionnel et personnel, parce que je représentais peut-être la nouvelle Algérie, l'Algérie qui dérange. L'Algérie qui n'est pas silencieuse, l'Algérie qui ne se couche pas, l'Algérie qui a un poids politique à l'international, l'Algérie qui a une économie qui est florissante, l'Algérie qui n'a pas de dette à l'extérieur, l'Algérie où ses concitoyens vont en masse voter pour son président, l'Algérie où les gens se voient évoluer, l'Algérie où justement des franco-algériens veulent rentrer dans leur pays pour une nouvelle Algérie. Voilà pourquoi j'ai été attaqué. Je le dis avec énormément d'humilité. J'ai eu la chance, à 40 ans, d'être le représentant d'un président de la République. C'est une fierté absolue. Absolue. Mais Mehdi, est-ce que vous pensez que RMC a subi des pressions pour se passer de vos services? Écoute, évidemment, le boycott hashtag RMC a fait son plein. Si tu savais les adresses URL, elles ne venaient ni d'Algérie, ni de France, ni du Maroc. Comprendra qui pourra, t'inquiète pas. Encore une fois, retiens toujours cette phrase. Pendant que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Ne t'inquiète pas. Les choses sont en train d'être faites de manière tout à fait légale, avec mon ambassade qui m'a donné son soutien plein pour porter les affaires en justice. D'accord, où on a une unité consulaire et diplomatique en France qui soutient quand ces Algériens sont attaqués. D'accord, ne t'inquiète pas que la justice tranchera, la vérité éclatera. Et je vais te dire une chose, et ça je le dis à toi et je le dis aux centaines de milliers de téléspectateurs qui nous regardent. Ça m'a permis de faire du nettoyage dans mon téléphone, c'est bien. Et c'est important de dire aussi au peuple marocain, il est vraiment important de préciser au peuple marocain que c'est pas... C'est pas lui qui a été attaqué, c'était pas lui qui a été visé. Voilà. En aucun cas, le peuple marocain frère, comme le dit mon président de la République, Abdelmajid Tebboune, le peuple marocain frère, en aucun cas n'a été attaqué lui. Ce n'est pas, c'était la politique gouvernementale sur laquelle nous étions en désaccord. Merci messieurs, je tenais à préciser une chose. Céline, on fait, ce qui est très important, c'est qu'on fait cette mise au point sur le même plateau où a été déclenchée cette pseudo-polémique. Polémique, oui. D'accord. Donc ça prouve notre honnêteté intellectuelle de débattre de ça. Parce que des autres personnes, enfin des autres pseudo-journalistes, se cacheraient en disant la tempête est passée, on n'en parle plus. Non, non. Est-ce que vous on fait une mise au point. C'est justement parce qu'il est peuple frère qu'il faut mettre ça sur la table. Il faut en parler. Voilà, merci Mehdi. Voilà. Merci à toi Salim de ton soutien. Continue depuis le premier jour. Voilà. Il faut préciser une chose, que la majorité des médias algériens vous ont soutenu par des articles. Exceptionnel. J'ai eu un soutien, Salim. Merci. Oui. Merci. Est-ce que le média français vous a contacté? J'ai eu un soutien, je vous le dis, qui m'a vraiment touché de la population algérienne, qu'elle soit à l'étranger ou en Algérie, de la communauté nationale à l'étranger. Je me suis énormément rapproché de la communauté nationale à l'étranger, où j'ai eu, je vous le dis en toute honnêteté, des milliers de messages d'Algériens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Espagne, en Italie, des milliers de messages sur les différents réseaux sociaux. Parce qu'il y a une chose aussi à préciser, c'est qu'ils m'ont fait sauter mes comptes, mes réseaux sociaux, les 48 premières heures. Mes comptes ont tellement été signalés qu'ils me les ont mis en... Je ne sais pas comment ils ont été signalés, ils ont été suspendus. Les 48 premières heures. Ils ont été bloqués. Ils ont été bloqués par les plateformes Instagram, Twitter, X et Facebook. J'ai eu honnêtement un amour et une solidarité exceptionnelle qui m'a permis de tenir bon, permis d'avoir toujours énormément de soutien de leur part et qui m'a permis aussi de pouvoir dire la vérité. J'ai aussi eu un soutien sans faille des autorités diplomatiques et consulaires. J'ai aussi eu un soutien sans faille, je le dis, de la presse écrite et télévisuelle algérienne qui a été derrière moi, qui ont pris les bonnes vidéos, qui ont décortiqué, qui ont été de mon côté. Et je ici sur ce plateau, en direct, on est le 14 septembre,
les remercie du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, parce que dans ces moments-là, vous avez besoin de soutien, de tout l'amour qu'ils m'ont donné et toute la compassion qu'ils m'ont donné et l'aide qu'ils m'ont donné à surmonter cette fake news et ce montage grossier qui a été fait contre moi. Donc merci à toutes et à tous les Algériennes et Algériens qui ont été derrière moi pendant cette période. Vous remarquez, Salim et Mahdi, que quand une personne est lynchée, notamment en France, ce n'est pas le cas de Mahdi, il y a d'autres personnes, surtout lorsqu'ils sont d'origine étrangère, on ne leur donne jamais la parole. Non. Alors que la règle du journalisme la plus simple, c'est de donner la parole. Mahdi Rezzar est critiqué, on l'appelle, on dit quel est votre point de vue. On ne le fait pas, on le lynche, on dit tout ce qu'on veut, on l'insulte et on passe à autre chose. Dernière précision comme ça, encore une fois, pour les sourds et les malentendants, je ne suis pas franco-algérien, je suis algérien uniquement. Tout court. Merci beaucoup pour les pseudo-journalistes qui ont écrit sur moi. Je pense que le message est passé. Je tenais surtout, Mahdi, à réitérer mon soutien et celui de Al24. Merci mon ami. Merci mon ami. À ta présence sur cette chaîne et surtout à ton engagement dans cette chaîne. Je tiens à démentir, au nom de la chaîne Al24, toutes les rumeurs disant comme quoi il a été écarté d'Al24. Il est bien présent. Ce soir, nous avons posté d'ailleurs une photo sur les réseaux sociaux annonçant le passage de cette émission. Et je tenais aussi à dire à certains médias, bien sûr, tu connais ces médias, que Al24 est une chaîne internationale algérienne qui n'a pas de leçons à recevoir de quiconque et qui a sa propre ligne éditoriale et qui doit respecter démocratiquement toute présentation ou toute émission venant de cette chaîne. Voilà, je pense que tout a été dit. La mise au point a été dite. Et on fait une pause et on passe à la prochaine rubrique. Voilà, je tiens d'abord à saluer la présence de notre belle chroniqueuse Yasmina Salam. Et justement, je suis très ravi que vous soyez là. Vous avez apporté vraiment de la lumière dans ce plateau. Des choses trop sérieuses. Maintenant, on va alléger un petit peu. Mais en restant quand même dans la polémique. Dans la polémique et la défense de notre pays. Voilà, exactement. Alors, jingle sur le débat du moment. Voilà, alors ces derniers temps, il y a eu un débat sur un produit algérien qui fait fureur en France. On parle de la France, si vous avez remarqué. Alors, ce produit a été partagé sur les réseaux sociaux et a atterri sur les plateaux de télévision. Bien sûr, on ne parle pas que de mal sur les plateaux de télévision des chaînes françaises, on parle aussi de bien. On regarde ces images et on revient au débat. Un buzz monumental sur les réseaux, c'est une nouvelle pâte à tartiner. C'est une pâte à tartiner qui s'arrache à prix d'or. On va en parler dans un instant. C'est un truc de fou. Le pot de 700 grammes, c'est pour toi. T'as pas un kilo? Moi aussi, là. Non, 700 grammes, vendu 8,50 €. Ah ouais. 8,50 €, regardez. Ça vient tout droit de l'Algérie. Et franchement, tout le monde en parle. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oh my God! Il faut sachez que j'ai trouvé tous les goûts, rupture dans toute la France, ça là. Ça, je le mange à la cuillère, genre normal. C'est Nathan qui a sorti le truc à l'époque. Ah oui, c'est ça, il faut sachez, c'est une vanne. Merci, merci Kelly, merci. Avec plaisir. Les chéris, c'est ça, la pâte à tartiner, moi, je ne vais pas manger ça. Donc, elle s'achète à prix d'or. C'est une révolution. 8,50 €, c'est une révolution. Une révolution pour tous les... Pour tous les gens... Non mais c'est vrai. Non mais pour tous les gens un peu ventripotents comme moi, c'est une révolution parce qu'en fait, c'est le goût, faut expliquer aux gens, de ce qu'il y a dans les barres chocolatées, les bueno, et c'est ce qu'il y a dans le chocolat. Donc moi avant, je le prenais à la cuillère et je l'isolais, et là c'est ça que dans un pot. Mais si c'est trop bon, arrête. C'est une pâte à tartiner qui vient d'Algérie et c'est 2 par personne en France. C'est rationné. Tellement il y en a. Ah ouais. Cherché aujourd'hui, j'en ai pas trouvé. Ça fait 2 heures que je suis en train de traîner dans tout Paris pour essayer de trouver quelqu'un qui vend la pâte à tartiner El Morjan. Depuis cet été, c'est la quête des gourmands. Mettre la main sur un pot de cette pâte à tartiner algérienne, car sur les réseaux sociaux, sa réputation la précède.
Apparemment, c'est comme l'intérieur du Kinder Bueno, donc on va le goûter. Un succès sur Internet. C'est trop bon. Qui se traduit en magasin. Cette épicerie parisienne vient tout juste d'être réachalandée après avoir été en rupture de stock pendant des jours. Ça fait que j'arrive et je n'ai pas trouvé. Mes enfants l'aiment trop. Parfois, dans les salons, avec la boîte, juste une petite cuillère et ils mangent. Je suis égyptien, mais quand j'ai goûté, en fait, je suis fier de là, j'ai fait un truc comme ça. En fait, ça n'a rien à voir avec les Nutella. Et pour certains, tous les moyens sont bons pour dénicher enfin un pot. On a des clients qui viennent vraiment de loin, de Rouen, de Lille. On reçoit des messages, bien sûr, par beaucoup de messages, si ce produit est disponible, voilà. Ça fait 2 heures. On ne recule devant rien, devant aucune expérience. Surtout, c'est un vrai Donc, obstacle. on va goûter cette pâte à tartiner. Alors, ça, c'est pour toi. Voilà. Marie Cœur de Roi, il tenait vraiment. Marie Cœur de Roi. Je savais que voilà. Mais oui, c'est normal, je suis poli. Sucré. On fait goûter à Mathieu ou à qui? Non, merci. C'est très alors, Mathieu, il a le droit de dire non, Mathieu. Sans façon. Alors, c'est très sucré, ça fait penser au Kinder Bueno. Ah bah grave. Ah, c'est super bon. Ouais, tu vois où tu le stockes directement. Hein. Ça va directement là ou là? Ah oui, toi tu peux stocker. Aucun problème. Oh, c'est super. Ouais, c'est pas mal. Donc ouais, maintenant, vous en avez plein la bouche, donc vous ne pouvez plus parler. Moi, je crains que ce soit addict. Donc, merci de vous réveiller avec première édition au petit déjeuner. Voilà, bon appétit si vous êtes à table. Voilà, vous l'avez deviné, c'est bien sûr le produit phare de Al Morjan, la pâte à tartiner algérienne qui fait fureur en France et qui a débarqué sur les plateaux de télévision, pas n'importe lesquels plateaux, C8, BFM TV et aussi avec des stars des réseaux sociaux français. Madame Yasmina, oui. À quoi est dû ce succès? Ce succès, là ils disent c'est trop sucré. Non, une pâte à tartiner est une pâte sucrée. Donc il ne faut pas lui trouver des pots dans la tête. Pourquoi est très sucré. Oui, oui, toutes les pâtes à tartiner sont sucrées. Alors il y a une affiche, si vous voyez un petit peu derrière vous, Yasmina, oui. Il n'y a pas comme box qu'on met les Italiens. Tout à fait. Donc c'est un slogan qui a fait fureur. Tout à fait. C'est le rappel un petit peu de la victoire de Iman Khalif contre la boxeuse italienne. Exactement. Parce que Nutella est une marque italienne. Oui. Alors, ça a été goûté par des chefs. Les chefs, ils ont des palais aiguisés, des palais fins, et ils ont tous, à l'unanimité, dit que c'était meilleur que les grandes marques. Moi, je ne cite pas de marque, donc que les grandes marques. Donc, cette pâte qui existe depuis, je crois, 2019, elle n'est pas très ancienne, voilà, elle rentrait en France sans aucun problème. Mais maintenant, non, elle a du succès, il faut qu'on l'arrête. Donc, elle va être interdite. Quand l'Algérie a décidé de limiter ses importations pour promouvoir le produit national, on a crié au scandale. Mais maintenant, non, on va limiter, on va interdire l'entrée de ce produit en France parce qu'on veut protéger donc, les produits nationaux. Alors, il y a eu justement un article 20, troisième alinéa du règlement de l'Union européenne qui interdit justement cette pâte à tartiner. Et ils sortent alors que le succès était grandissant. Et donc, c'est contre le succès, c'est pas contre la pâte. Donc c'est contre son succès qu'on est en train d'agir et on fait valoir un article de l'Union européenne qui dit que les produits où il y a du lait ne rentrent pas. Bon, on accepte. Seulement, moi, j'ai vu de mes propres yeux sur les trottoirs à Marseille, parce que je viens de revenir du festival international du couscous, donc j'ai vu des chaînes pour aller chercher un pot. Et il y a des personnes ils ont rationné, ils ont rationné, on ne peut pas prendre plus de deux pots. Et il y a même des magasins qui vous disent à 18h, on commence la vente. Donc les gens sont là, ils attendent 18h et la vente commence à 18h et on vend pendant 2 heures et on arrête. Donc voilà, donc ce produit est de qualité puisqu'il a été goûté par des connaisseurs et il est de qualité. Il ne peut pas être plus mauvais que d'autres. Puisque une pâte à tartiner, c'est sucré, on lui reproche de contenir de l'huile de palme. Toutes les pâtes à tartiner contiennent de l'huile de palme. Donc voilà, c'est contre le succès de ce produit
que l'Union européenne. Donc a c'est fait. politique. Alors Oui. que, Salim, l'Algérie est signataire de l'accord d'association qui suppose le libre-échange, le soulèvement des barrières tarifaires, etc. Ils vont le taxer maintenant. Oui, non, parce qu'il y a maintenant une tendance, parce que le paradoxe occidental pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour l'Allemagne, pour les États-Unis, sont membres de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est donc le gardien ou le temple de la libre-échange. L'Algérie ne fait pas encore partie de l'OMC, mais l'Algérie est liée avec l'Europe, avec l'accord d'association. Qu'avons-nous gagné avec cet accord d'association? Si maintenant nos produits sont empêchés d'entrer, parce que, je suis d'accord avec vous, Yasmine, c'est que le produit a été bloqué parce qu'il a un succès populaire. C'est pas parce qu'il est produit Parce que l'était là déjà, la C'est marque le italienne succès. contient de l'huile de palme, contient 51% de sucre, etc. Donc pourquoi ce produit Et ne va contient partout dans le même monde? pas des noisettes. Ne contient pas. C'est des saveurs de noisettes. Donc c'est réellement un coup tordu contre un produit national à succès. Maintenant, les pays qui protègent leurs produits en prenant l'arrivée des produits de l'extérieur, c'est du patriotisme économique et des Est-ce qu'on peut appliquer la réciprocité concernant les produits du même genre? Oui, si on fait actionner l'accord d'association, oui. L'Algérie peut faire fonctionner ça. Elle peut même aller vers le Conseil de l'Europe, même les organismes de médiation pour se plaindre. C'est pour ça que la diplomatie économique, d'abord des produits... L'accord est en renégociation depuis 3 ans. D'ailleurs, le président Majid Tebboune, lors de son premier mandat, il me semble qu'il a beaucoup critiqué cet accord en se posant la question qu'est-ce que nous avons gagné? Parce que l'Europe, l'hypocrisie européenne en matière commerciale, c'est que il faut ouvrir vos frontières. D'ailleurs, il y a quelques mois, il y a une protestation du représentant du commerce européen qui a demandé à ce que l'Algérie lève un peu les pieds sur l'entrée de produits européens. Mais lorsqu'il s'agit de produits algériens, parce que ce n'est pas le premier produit qui a eu des difficultés. Il y a eu déjà les dates, il y a d'autres produits agricoles. Tantôt on dit qu'ils sont trop sucrés, tantôt on parle de pesticides. Donc tous les moyens sont bons pour empêcher un produit algérien de qualité d'entrer sur le marché européen. Maintenant, le producteur de Morjan, il me semble, le marché mondial est vaste parce que cette pâte a du succès au Canada aussi, en Espagne, c'est en grâce Italie, à la diaspora algérienne. Et grâce aux publicités qui ont été faites sur les réseaux sociaux notamment. Écoutez, moi, cette histoire... On connaît un bout, hein, toi. Parce que lui, il l'a goûté. Moi, je n'ai pas goûté, honnêtement. Il a diffusé, pas goûté. Si je n'avais que goûté, ce serait bien. Mais bon, après, ça, on reste dans le secret un secret entre Salim et moi. Moi, je veux revenir au début de toute cette affaire. Cette affaire, elle a commencé quand de le Morjan. En fait, le Morjan, c'est juste un aboutissement. Cette affaire, elle a commencé en 2019. Quand le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décrété que ce n'était pas normal qu'un pays comme l'Algérie importait, en l'occurrence, 17 millions de dollars de chewing-gum. Chewing-gum et c'est fou. 17 millions de dollars de chewing-gum. On dépensait des devises pour acheter des chewing-gums. Quelque chose qu'on peut faire ici. Bien sûr. Quand en gâteau, pâte à tartiner Nutella, il y a un peu plus de 200 millions de dollars. Mayonnaise aussi. 200 millions de dollars. Donc, le président Abdelmajid Tebboune a dit quoi? Nous sommes un pays capable de produire localement. Et du bon produit. Et un produit de qualité localement. Tout à fait. Il a donné instruction. Les sociétés qui sont des sociétés sérieuses ont compris le message et ont commencé à produire localement des produits de qualité, voire d'extrême qualité. Ensuite, les gens se sont dit, écoutez, on a commencé à produire, on va commencer à exporter. Le président Abdelmajid Tebboune a dit, stop, arrêtez. Vous exporterez les produits locaux de qualité que quand l'Algérie atteindra une autosuffisance nationale. Regardez le cheminement de la chose. Quand je vous dis que depuis 2019, voilà l'évolution de l'Algérie. Donc, d'abord, on nourrit l'ensemble du peuple algérien, et ensuite, vous pourrez penser à exporter à l'étranger pour gagner de l'argent. Excusez-moi,
c'est ce qu'on appelle une véritable vision Pragmatique. de chef d'entreprise. Pas de président de la République, mais de chef d'entreprise. D'abord, tu t'occupes de ce qui se passe à côté de toi et ensuite tu te développes loin de toi. L'Algérie est arrivée à 82% d'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble des produits. Agriculture, boissons gazeuses, eau, viande, poulet, une diversification. On est arrivé à... C'est juste exceptionnel. C'est juste, le chiffre est juste dingue. Encore un chiffre qui est mis sous la table, qui n'est pas mis en valeur. 82% d'autosuffisance alimentaire dans un grand pays comme l'Algérie. C'est magnifique. Maintenant, excuse-moi, Samy, maintenant, dire ok, on commence l'exportation, Là, il y a eu le buzz sur cette pâte à tartiner. Ne vous inquiétez pas, hein, le problème de Marseille va être réglé dans les prochains jours. Hein. On n'a pas un gouvernement qui dort, croyez-moi sur parole. Ne vous inquiétez pas qu'on n'a pas un gouvernement qui dort. L'huile d'olive. Qui est un vous imaginez pas le boom que ça fait dans les rayons français. C'est juste. L'huile d'olive algérienne a gagné beaucoup de prix à l'étranger. Exactement. Il y a aussi autre chose. La fromagerie algérienne. La véritable fromagerie algérienne. Et même le chocolat. Hein. Le chocolat algérien. Et maintenant, moi, il y a quelque chose où j'ai été choqué. Je suis parti dans un, je vais dire la marque, hein, je m'en fous, dans un carrefour. Je suis rentré dans un carrefour. Mon épouse m'a demandé d'acheter des produits ménagers. Je vois la marque, entre guillemets, ça je ne peux pas dire une marque algérienne, on va faire de la pub. Algérienne, tu peux. Amir, la marque Amir. Oui. Détergents. Les détergents. Dans un rayon Carrefour, en plein cœur de Paris. Je dis, ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc, excusez-moi du peu, les avancées sont notables, sont réelles, sont fulgurantes. Encore une fois, pourquoi on dérange? Parce qu'on réussit. Tu ne dérangeras jamais personne quand tu échoues. Tout à fait. Tu dérangeras que quand tu réussis. Le Morjan, tu as un groupe comme Ferrero Rocher que tu arrives à bousculer, qui fait 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le Morjan n'a pas que la pâte à tartiner. Exactement. Il a même la pâte à tartiner chocolatée. Je vais vous dire une chose. L'équivalent de Nutella. Je vais vous dire une chose. Là, en France et à l'étranger, ils sont choqués par la douceur au palais de la pâte à tartiner, le Morjan. Ils n'ont pas encore goûté celle modèle Ferrero. Ah, si, goûte le modèle Ferrero. C'est fini. Ah ouais, c'est bon. Ah ouais, tu vas avoir des manifestations devant les carrefours. Ah non, si, goûte. Parce que moi, je l'ai goûté encore il y a 2 jours. C'est avec les Ferrero à l'intérieur. Enfin, le modèle Ferrero. Ils appellent ça le. Rocher. Mais c'est une dinguerie. Mais moi, je le dis. Tu peux manger un pot tout seul, normal. Je me souviens du lancement de la chaîne El Morjan, enfin des produits El Morjan. Le propriétaire, il est de Tlemcen et il a lancé son entreprise 2019, mais elle a un peu explosé en 2020 à l'occasion de la foire de la production nationale. Il offrait de la pâte à tartiner à tout le monde. Vous vous souvenez, Yasmine? Oui, il offrait de la pâte à tartiner, du sirop pour pâtisserie. Et même du chocolat pour les gâteaux. Pour le chocolat pour les gâteaux. Et même cette pâte à tartiner, elle n'est pas utilisée que pour tartiner. Oui, tout à fait. On l'utilise pour faire des desserts et tout. Donc, c'est des produits. Et moi, cette semaine, je vous ai dit, j'étais à Marseille pour le festival du couscous. Et j'ai préparé un couscous pour les élus de Marseille, un couscous inédit en France, que personne ne connaît et qui n'existe qu'en Algérie. C'est le mziyet. Je l'ai préparé et à la fin du repas, toutes les personnes, pas que des Algériens, qui sont venus me dire où est-ce qu'on peut acheter ce grain. Donc, ça veut dire... Même le couscous algérien. Mais pas n'importe quel couscous. Tous les couscous algériens sont de qualité, mais quand on peut sortir ces couscous inédits que les gens ne connaissent pas, ils découvrent la saveur et ils ont envie de l'acheter. Ils me disent oui, ou je leur dis c'est en Algérie. On ne peut pas l'acheter ailleurs dans le monde. C'est pour ça, Yasmine, qu'il faut des politiques commerciales. Je pense que l'Algérie, l'État algérien a commencé des politiques commerciales plus offensives sur les marchés. Il n'y a pas que le marché européen. Justement, est-ce que
africain, oui, j'allais dire. On peut explorer. Nous avons le marché asiatique qui est interminable. Nous avons le marché arabe, nous avons le marché du sud-américain. Et je pense que. Oui, parce que l'Europe, à chaque fois, le Moyen-Orient, imaginez la pâte à tartiner morgène dans les pays du Golfe, elle va faire plus qu'une fureur. Donc c'est pour ça qu'il faut être plus offensif pour dépasser les écueils posés par l'Union européenne ou les barrières tarifaires. Le monde est grand. On peut aller partout. Je viens de lire un chiffre, Faisal, qui va te choquer. En 2019, l'Algérie importé 750 millions de dollars, 750 millions de dollars pour de la sauce tomate, du ketchup et de la mayonnaise. Voilà. Des choses qu'on peut faire. Alors qu'on produit 750 millions de dollars pour des sauces. Et le président de la République s'était offusqué de la chose en disant stop, on arrête les conneries. On n'a pas besoin, nous sommes largement capables de faire de la bonne qualité, localement, et nous-mêmes, après, nous l'exporterons. Nous n'avons pas besoin d'importer ces choses-là. Mais ça, c'était la déliquescence. Mais Mehdi, ce que tu ne sais pas, excuse-moi, je dis une chose, parce qu'après, on va m'en vouloir, parce qu'après, on va me dire comme quoi je critique que les autres pays. Mais ça, c'était de la faute de la déliquescence des gouvernements précédents, où tu avais des voyous qui faisaient de l'importation pour surfacturer et pour gagner de l'argent en surfacturant des produits dont on n'avait peut-être même pas le besoin ou l'utilité. C'était l'exportation de la devise. Exactement. Tout à fait. Non, je voulais juste dire une chose très importante, c'est que Mehdi, malgré l'importation énorme des produits européens, les Algériens choisissaient produits locaux. Exactement. Mentouj bladi. Exactement. Donc, beaucoup de gens achetaient du chocolat algérien au lieu du chocolat français. Et le marché est couvert par la production locale maintenant. Exactement. On a une autosuffisance alimentaire. Non, mais les gars, je crois que vous en rendez pas compte. Il y a peu de pays dans le monde qui arrivent à avoir une autosuffisance alimentaire. Tu sais, pour être un pays souverain, tu as besoin de ne dépendre de personne pour nourrir et pour payer. On a une autosuffisance financière parce qu'on ne doit de l'argent à personne. On a des réserves de change de plus de 260 milliards de dollars. On a l'énergie aussi. On a l'énergie où on a une suffisance, une autosuffisance énergétique et on a une autosuffisance alimentaire. Et après, tous autour de la table, on se pose des questions, pourquoi on nous jalouse? Ben voilà pourquoi on nous jalouse. C'est pour ces raisons qu'on est jalousé. C'est pour ces raisons qu'on est attaqué, c'est pour toutes ces raisons. Ce qu'il faut retenir, c'est si vous permettez. Très brièvement, du couscous algérien de Yasmina, en passant à la pâte à tartiner El Morjan, les produits Made in Algeria font fureur. En passant par le chauffage européen, parce que si le président décide de baisser le bouton cette année, je peux dire qu'ils vont avoir froid pendant l'hiver. Et ce qu'il faut retenir, si vous permettez, très rapidement, c'est qu'on peut aujourd'hui être extrêmement fier de notre pays parce que dans un laps de temps assez court, c'est-à-dire moins de 5 ans, nous avons une production nationale qui suffit au marché domestique. On exporte, et on exporte des produits de qualité qui sont d'ailleurs... Je veux dire, tu l'as raconté avant, il y a des chaînes partout, pas qu'à Marseille aussi, même au Canada aussi. Et il convient de signaler que, en plus de notre indépendance alimentaire, notre souveraineté alimentaire, l'Algérie est en train d'imposer aussi une nouvelle approche qui est celle de l'impérieuse nécessité de nous respecter aussi. C'est-à-dire que l'Union européenne, si elle continue à se contredire, parce que finalement, elle utilise le libéralisme économique, la liberté du marché, mais nous le reproche. Samy, on parle brièvement. Et Mehdi a raison, parce que maintenant, les souverainetés des États ne se calculent pas seulement avec les forces armées. Ça se calcule aussi par la souveraineté alimentaire. On ne parle plus de sécurité alimentaire, on parle de souveraineté. La souveraineté alimentaire, la souveraineté technologique, la souveraineté scientifique et académique. Et je pense que sur ce plan, et je suis d'accord avec Mehdi, l'Algérie est sur la bonne voie parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Ça fait longtemps qu'on importait des produits frais. Il y avait du bon melon qui était produit dans la région de Biskra et de l'Oued et qui était importé d'Espagne. Il y avait des mandarines qui étaient produites à Boufarik et importées d'Espagne. Un producteur, justement. J'étais bon quand il était ministre du Commerce, je me rappelle bien, il avait parlé de ça. Oui, il a été attaqué. Il a été attaqué de partout. Elle a été attaquée par le lobby
mafieux des de la importateurs, Isaba. ouais. Ismaili, Des excusez-moi. importateurs. Il a été attaqué importateurs, à oui. l'époque par le lobby mafieux de la Isaba qu'il avait déjà commencé à combattre bien avant le Hirak, en disant arrêtez, c'est pas normal ce que vous faites, vous êtes en train de faire de la surfacturation pour sortir justement des devises La à devise, l'étranger. ouais. Pour ça, pour de l'acquisition de devises à l'étranger. Et c'est pour ça que tu trouvais des patrons d'entreprise qui ne savaient même pas écrire leur prénom sans faire de faute d'orthographe, qui avaient des appartements à Paris. Donc, à un moment, excusez-moi, mais il faut savoir se dire les choses, c'était une mafia qui était en place pour, honnêtement, vider les caisses de l'État, caisses de l'État Ils l'ont fait. avec de la Ils fausse l'ont facturation. fait. Et ils l'ont C'est fait. Maintenant, les meilleurs, moi je vous le dis. Il n'y a pas l'histoire de la pomme, vous avez, c'est vu, French là. vous avez vu mon ventre, je pense que vous comprenez tous que je suis un gros mangeur. Les sauces ketchup mayonnaise, elles sont bien meilleures en Algérie que celles qui sont en Europe. Je vous le dis. Et ça, il faut c'est savoir depuis- les sauces tomates, quand je mange des pâtes ici, sont bien meilleures que les sauces tomates Yasmine. concentrées qui sont Oui. faites là-bas. Alors, c'est vrai que c'est depuis qu'on a freiné un peu les importations que les produits sont algériens. devenus de Meilleurs. qualité. Je vous jure qu'une tablette de chocolat d'il y a 10 ans Ça a forcé. et une tablette de chocolat actuellement Eh oui. en fait, n'ont rien à voir. rien à voir, oui, Elle est meilleure. Même dans le C'est marketing, hein, même dans l'emballage. hein. Même dans À mon l'emballage, arrivée dans le goût, Yasmine, dans... Oui, à mon arrivée en Algérie en 2020, j'ai entendu beaucoup de gens, je me suis installé et installé mon entreprise, et j'ai entendu beaucoup de gens se plaindre de l'arrêt de l'importation. Ouais. Et Alors qu'en fait, c'est bon. je me sentais comme un orphelin à leur dire, mais c'est important C'est d'arrêter ces important, bien sûr. les importations. Et ça, c'était un vrai débat qu'on avait dans au sein de la diaspora. C'est forcer les gens à venir s'installer, et à produire produire de qualité. Et exactement. Et la qualité, Voilà, ça c'est c'était nécessaire. important de le faire. Et là, on je pense y que arrive. mais oui. On arrive et à la que cette qualité. politique, elle est saine. Voilà. Voilà. ses fruits. Tout à fait. Moi, en tant que cuisinière, les produits, maintenant, je trouve de très bons produits en Algérie. Et Je n'éprouve pas le Remarquez besoin une chose, hein. d'aller les Remarquez acheter une ailleurs. chose. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Rapidement, rapidement, on a tous été en voyage à l'époque. On allait tous en voyage en Europe. On venait d'Europe vers l'Algérie pour ramener. On achetait des produits européens là-bas. On les ramenait, du chocolat, Maintenant, des c'est gâteaux. l'inverse. C'est vrai. Maintenant, c'est l'inverse. C'est le contraire maintenant. Bah, C'est excusez-moi, magnifique. mais C'est ça, magnifique. Célim, il faut le dire. Ouais. Maintenant, moi, quand Il y a j'ai un des changement. copains, j'ai des copains qui montent, il me dit, ma mère, elle m'a demandé cette marque de thé, mon père, il m'a demandé ce truc de... Non, mais... Ils ont même la rechta. Ce hein. gâteau, cette rechta, le berkouk, voilà, des pâtes, enfin, à un moment, il faut savoir dire les choses. Il y a 15 ans de ça, 10 ans de ça, aucun d'entre nous autour de la table qui voyage à l'étranger ne ramenait pas à l'intérieur de ses bagages, et je vous mets au défi de me dire le contraire, vous seriez des menteurs, du chocolat de France, ou là des gâteaux de France, ou là des choses comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Maintenant, c'est le sens contraire. Donc ça, c'est une politique qui est menée en amont pour justement que la roue tourne dans l'autre sens. Et c'est tout à l'honneur de notre gouvernement, de notre président de la République. On le produit algérien, parce qu'à un moment donné, on a tout fait. Il y avait un tapage qui a été fait, même en sourdine, pour dire que le produit algérien est de mauvaise qualité, il est trop cher par rapport aux produits étrangers, etc. C'était une campagne qui était menée pour renforcer l'importation, l'exportation de la devise. Maintenant, la confiance avec le produit algérien a été rétablie. Ce qui est bien, et je termine avec ça, ce qui est bien, et je termine avec ça. Les Algériens se sont débarrassés de leurs complexes coloniaux. Voilà. Ouais. Les Algériens se sont débarrassés de leurs complexes coloniaux et maintenant, justement, ils ont innové dans le packaging, on va dire le support. Ils se sont vraiment Ils se sont décolonisés. Ils se sont décolonisés marketingement. Et justement, maintenant, on innove avec la spécificité de l'Algérie. Voilà. Et je précise, pour boucler justement cette rubrique, que les produits algériens s'exportent très bien sans campagne publicitaire, comme à l'image des campagnes publicitaires que mènent les marques américaines. Oui, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Crois-moi sur parole, sur les 5 prochaines années, on a un président de la République qui veut énormément miser sur l'économie mondiale, sur l'économie nationale et sur l'économie mondiale. Nous avons une chance, nous autres Algériennes et Algériens, c'est que nous sommes souverains financièrement. Nous n'avons pas de diktat financier de n'importe quel organisme mondial. Et moi, en tant que tout petit chef d'entreprise, c'est ce qu'on nous envie. Je vous le dis, hein, ne pas avoir de pression d'un organisme, d'une banque qui te dit comment gérer ton argent et que tu sois avec ton propre pognon
pour diriger ton économie, ça n'a pas de prix. Croyez-moi, il y a beaucoup de pays dans le monde qui nous envient pour ça. Qui rêveraient d'avoir cette position aussi. Il te faut un chrono, hein, parce que là... J'en ai marre, ouais, ça j'arrête. Voilà, on va boucler cette rubrique et on va passer à la culture. Jingle. Non, non, tu peux placer un mot à la fin. Je vais sortir des Je suis puni dans le coin. Voilà, on termine cette émission avec la culture et justement le dernier film de Merzaq Allouache, le 35e hein, quand même. Hein. 36e. 35e il a dit. Ou le 36e, je ne sais pas. 36e, L'essentiel, il a déclaré... Acoba 37e. L'essentiel, c'est son film, dernier film, c'est Première ligne qui a été sélectionné à Toronto. On regarde la bande-annonce et on fait une analyse filmique avec Faisal Matawi. شوف رايح كي البهلول نخلي تدخل في الكابوت تاع الطوموبيل يا اخي على بالك باللي كاين السراب هذا الخطاب يدخل ولا لا هاكي شوفوا عليا تيتي واش سيتي بعد الحويسه شوف لهم الضرب والقسطره ما تخبطي بوحده جايه شوف ماما يشوف لي ميساج ديالي شكون قال لك انا نشوف لي ميساج ديالي شوف كتبيه عرضي على خاطر دوكا ما تسكتوش مع الصباح بلعوا في هبطه ريان وعلاش خليت الموتور يدور الوقت هذا كامل وبليجي يما جي متاع باش تنوضنا طونوبيل بصح راك كليت لها ليسونس مع صباح ربي واش حنديرو ها الطوموبيل ترجعنا العشيه ولا ثاني الموتور يدور نهار كامل على ربي يا يما ان شاء الله بك ما تخليناش في طريق ربي يحفظنا. Voilà, c'était pas une bande-annonce, je crois, c'est un extrait du film ou une séquence hein, qui a été présentée comme une bande-annonce sur YouTube. Première ligne, le dernier né de Merzaq Allouache, sélectionné au Festival de Toronto, l'un des plus grands festivals, puisqu'il est classé A sur les festivals internationaux. Alors, Faisal, ce film, comme on le voit, parle d'une famille qui part à la plage et qui raconte son quotidien, avec tous les clichés qu'on connaît sur les familles qui partent à la plage. Oui, d'ailleurs, vous avez vu dans cet extrait du film, parce qu'en Algérie, on continue à produire des films en extérieur sans produire les thrillers, sans produire les trailers, plutôt les bandes annonces, selon les normes universelles reconnues. Premier rang, première ligne, First Row, a été projeté, je pense, aujourd'hui, hein, samedi 14 septembre, au Festival de Toronto, qui est effectivement un grand festival, avec le Festival de Venise, Berlin et le Festival de Cannes. Le film, c'est une comédie simple, parce que Merzaq Allouache, ces dernières années, a tendance à faire des comédies toutes banales, comme la comédie La Famille, qu'on a vu au Festival de Annaba du film méditerranéen. Cette histoire est trop simple, c'est la famille. Donc on l'a vu, Zohra Boudelbala, c'est le personnage de Fatih Hawaret qui joue la mère, et que vous avez vu comment elle a plusieurs enfants. Évidemment, on va prendre la cocotte minute, on va prendre les poêles, on va prendre la pastèque, qu'on va cacher avec le sable. Donc tous les clichés reconnus. Et l'histoire, elle est très simple, c'est qu'on va se battre pour être au premier rang à la plage pour pouvoir voir la mer. Donc comment Merzaq Allouache, qui a produit des grands films comme Omar Gitlatou, c'était son premier film en 1976. Des films sociaux, de toute façon. Oui, ces derniers temps, il fait des comédies légères, des comédies qui peuvent plaire à Toronto. Petit budget aussi. Oui, parce que les festivals...
Un peu sketch et un peu cliché, parce que le film, est bourré de clichés de la première image à la dernière image. C'est pour ça que ça peut plaire. Parce que vous savez que les festivals, vous le savez très bien, Salim, vous avez été à un festival de Cannes et d'autres festivals, vous savez que c'est des festivals qui ont des lignes éditoriales. Il faut toujours montrer nos sociétés arabes, africaines, etc., toujours avec les mêmes images. La caricature. C'est des gens qui vont prendre du pain, cocotte minute, préparer les repas sur la plage, etc. Oui, ça veut dire que Merzaq Alouache, qui a apparemment produit des films chaque année, ne prend pas le temps de respirer, de réfléchir à ses films. C'est pour ça qu'il est très critiqué, notamment pour ses dernières productions, comme Bon Divin, comme tous les terrasses. Moi, j'ai beaucoup aimé Les Terrasses et Bon Divin. Les terrasses qui étaient un peu différents des autres films produits. On écoute Merzaq Alouache, interviewé par notre collègue Sofiane Baroudi lors du festival de Annaba il n'y a pas longtemps, et qui s'exprimait justement sur sa, disons, stratégie cinématographique. Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur justement la conception de ce film? Écoutez, moi dans mon cinéma maintenant, je suis vraiment avancé dans l'âge et dans les réalisations. Je suis à mon 35e film. Donc pour moi, chaque film travaille sur un regard sur la société algérienne. Quand je tourne en Algérie, j'ai un regard sur ce qui se passe au moment où je vais tourner, au moment où j'ai écrit le scénario. Donc je ne suis pas un sociologue, je suis un cinéaste. Et donc, il y a des événements, des éléments comme ça de la vie quotidienne aussi, qui me donnent l'idée d'écrire un scénario. Ensuite, donc, je construis mon histoire, voilà, avec soit de la comédie, soit du drame, etc. Donc, mais tout part d'une situation précise à un moment précis. Comment peut-on soutenir et permettre un essor de la production cinématographique algérienne? On permettra un essor en produisant les films, en continuant à aider le cinéma, comme il se fait, puisque dernièrement, quand même, il y a eu 12 films, 12 longs métrages, et je ne sais pas combien de courts métrages, de documentaires, qui ont été subventionnés par le ministère de la Culture. Alors, effectivement, la subvention n'est pas suffisante. Le cinéaste doit quand même se débrouiller pour ramener des fonds. Moi, je m'arrange pour garder toujours des fonds dans ma société de production, pour me permettre de fonctionner au fur et à mesure, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est peut-être, effectivement, ça ne me concerne pas, mais peut-être plafonner ces fonds pour que beaucoup de gens et beaucoup de jeunes en profitent, pour qu'il y ait plus de diversité dans les films qui vont être réalisés. Voilà, c'était l'interview, court extrait de l'interview qu'a réalisé Al24 News lors du festival de Annaba, réalisé par notre compère Sofiane Baroudi, qui a justement su décortiquer un petit peu la cinématographie de Merzaq Alouache. Faisal, vous connaissez bien le personnage, le cinéaste, mais également son cinéma. Comme on l'a dit, plus de 35 films. Il est resté un petit peu dans le cinéma société, un peu le néo-réalisme italien. Oui, le néo-réalisme, bon, c'est vrai par rapport à Margherita qui était vraiment de qualité. Au milieu des années 70, c'était l'année d'or du cinéma algérien. C'est son premier film. Hein. C'était son premier film, c'est un coup de maître. Après, il a eu des difficultés, il a fait L'aventure d'un héros, qui était un film moins intéressant. Puis les années 80, un peu métaphorique. Et il s'est intéressé à la période du terrorisme en Algérie, comme le film Le Repenti, ou le film L'autre monde aussi, avec Nadia Kassi, je pense. Et puis après, effectivement, c'est un cinéma social. Il a tendance à vouloir il veut faire des films comiques, plus ou moins comiques, ou des comédies noires, comme La Famille, ou comme ce dernier film, etc. Peut-être qu'il a l'impression, on a l'impression que Merzaq Alouache, que nous avons rencontré à Annaba au Festival du film méditerranéen en avril dernier, qu'il n'a pas tout dit, qu'il a toujours envie de dire des choses à travers le cinéma, mais malheureusement, il a tendance à radoter parfois. Oui. Merci Faisal. Je pense que cette émission est terminée. On a pris beaucoup de temps justement ce soir et c'est une émission indispensable pour remettre un petit peu les bâtons sur les T et les points sur les I. N'est-ce pas, mon ami Mehdi? Tout à fait d'accord. Voilà. Merci Mehdi Rezzar, Mehdi Sami, Yasmine, toujours un plaisir. Hein. J'espère qu'on va parler du couscous la semaine prochaine. Mais Salim, je pense qu'on ne peut pas
rendre l'antenne sans souhaiter à nos téléspectateurs dans la perspective Non, du oui. Mawlid Nabawi Mawlid. Sharif, Saha Mouloud Oui, comme bien ça. sûr, bien sûr. Hein. Il fallait ramener demain. quelques bougies pour faire un peu de l'ambiance. Oui. L'essentiel, Saha طمينا. Mouloudkoum, طمينا Fouad, Faisal, on se donne Merci, rendez-vous la Salim. semaine prochaine. Restez branchés sur Al24 News, toujours fidèles à l'actualité et au décryptage audiovisuel et médiatique. Bonsoir.